Je voulais demander à Christian Chavagneux, parce qu'on a eu quand même depuis les dernières semaines un certain nombre d'annonces assez importantes. Et le titre de ce colloque, c'est quelle possibilité, quel rôle pour la France par rapport à tous ces phénomènes. Et donc ce qu'a annoncé la France ou ce que porte la France, peut-être en citer quelques pistes les plus intéressantes, les plus importantes, et puis de savoir si elles sont à la hauteur de l'enjeu. On est sur une table ronde qui se demande comment les multinationales peuvent vraiment payer la part qu'elles devraient payer en termes d'impôts. Alors bien sûr, on est vite parti sur les paradis fiscaux, mais la première chose à dire, c'est que la première façon pour une entreprise de ne pas payer d'impôts, c'est d'appliquer tout simplement la loi. Et la loi basique sans avoir besoin d'une armée d'avocats fiscalistes, hein. La déductibilité des intérêts d'emprunt, Pascal certainement l'a rappelé, le report des pertes, hein, vous faites des pertes une année, vous pouvez les reporter l'année suivante, le contrat, le crédit d'impôt recherche, les banques en profitent à 2%, on s'aperçoit que les crédits d'impôt recherche, qui est une véritable niche fiscale, hein, ce qui est distribué en milliards, correspond pas du tout à la progression des dépenses de recherche et développement des entreprises privées, des grandes entreprises et des PME qui l'utilisent. Ça veut dire que c'est simplement une niche fiscale qui est utilisée pour échapper à l'impôt et non pas simplement pour faire de la recherche et développement. On a même donc le Royaume-Uni qui a développé cette patent box, hein, cette boîte, cette case, pardon, qu'il suffit de cocher. C'est-à-dire que si vous allez installer votre droit de la propriété intellectuelle au Royaume-Uni, depuis le 1er avril dernier, le Royaume-Uni vous offre des conditions fiscales bien particulières. En la matière, on n'a pas de leçon à donner puisque la France dispose du même système depuis déjà plusieurs années. Les niches fiscales, vous savez, on avance souvent le montant 75 milliards de niches fiscales en France d'euros, mais les niches fiscales, il faut savoir qu'il y a celles qui sont classées officiellement et celles qui sont déclassées. Mais celles qui sont déclassées par le Parlement ne sont pas pour autant inactives. Et Alternative économique, on s'est intéressé à faire le total des niches fiscales disponibles actives et celles qui sont déclassées mais toujours actives, et on est plutôt à 150 milliards, et sur ces 150 milliards, 67% bénéficient aux entreprises. Donc il n'y a même pas besoin d'aller chercher l'optimisation agressive des paradis fiscaux si on veut vraiment que les entreprises et les grandes entreprises payent leur dû de manière équitable. Il faut déjà revenir sur les politiques de niche fiscale. Bien sûr, il y a les outils d'optimisation fiscale agressive, les déductions d'intérêt, Pascal Saint-Amand a parlé des produits hybrides, j'y reviens pas, les prix de transfert sur les biens. J'adore citer cette étude réalisée aux États-Unis où on s'aperçoit qu'il y a des seaux en plastique qui sont apportés aux États-Unis qui viennent de chez qui à 1 000 $ le seau en plastique, ça fait quand même cher le bout de plastique. Des gants de toilette qui arrivent de Chine à 4 000 $ le kilo, et à l'inverse des lance-missiles qui partent des États-Unis qui arrivent en Israël à 52 cents. Donc on comprend pourquoi il y a du terrorisme et de la violence dans ce genre de région. À ce prix-là, il ne faudrait pas se priver. Il y a eu un hearings, une audition à la Chambre des députés britannique il y a 3 semaines, un mois, peut-être un mois et demi, où les grands leaders des grands cabinets d'audit internationaux, KPMG, Pricewaterhouse, Ernst & Young, Deloitte, etc., sont venus se faire massacrer par les députés britanniques, et notamment Margaret Hodge, qui est un député britannique travailliste qui va très loin en ce moment dans la remise en cause de ces pratiques. On s'aperçoit que ce marché du conseil d'optimisation fiscale agressive, c'est d'après les données fournies par ces grands cabinets, c'est à peu près 25 milliards de dollars. Margaret Hodge, donc, qui est la députée britannique, dit « J'ai été en contact avec quelqu'un de Pricewaterhouse qui m'a dit que on proposait aux grandes entreprises un produit d'optimisation fiscale agressive dès qu'il avait 25% de chance de passer devant un contrôle fiscal. C'est-à-dire qu'en dépit du fait qu'il reste 75% de chance qu'il soit déclaré non respectueux de la loi. Et quand les députés disent « Mais vous pouvez proposer ce genre de produit pas respectueux de la loi ?» Ils disent « Non, mais c'est pas qu'ils ne sont pas respectueux de la loi, c'est que nous avons, en fait, lorsqu'on est pris la main dans le sac, simplement une interprétation erronée de la loi. Nous n'avons pas tourné la loi, nous simplement mal interprété. » Donc vous n'avez pas besoin de nous punir très longtemps. Donc je crois que sur les pistes de réponse, d'abord, elles doivent être nationales. Si on veut vraiment lutter contre le fait que ces multinationales échappent à l'impôt, il faut revenir et renégocier nous-mêmes. C'est un débat politique interne, nos politiques de niche fiscale. Comme le gouvernement français a commencé à le faire sur la déductibilité des intérêts d'emprunt, qui était à 100%, ils sont maintenant diminués. Pascal Saint-Amand a évoqué le rapport Collin et Collin, qui est sur comment est-ce qu'on peut taxer les Google, Amazon, etc. L'idée du rapport, c'est de dire l'essentiel des informations
dont disposent ces grandes multinationales du numérique sont des informations sur nos propres données. À chaque fois qu'on va sur Amazon, à chaque fois qu'on va sur Google, en fonction de ce qu'on recherche, de ce qu'on achète, il y a un profil type. Et donc, bien évidemment, une fois qu'on a le profil type, on peut ensuite envoyer de la pub, on sait comment valoriser cette information. Est-ce qu'il ne faudrait pas taxer l'information sur nous que recueillent les Google et autres Amazon? Bon, il y a peut-être des grandes questions de faisabilité. La comptabilité pays par pays, Grégoire en a déjà parlé pour les banques. Est-ce que ce serait utile une comptabilité pays par pays? Est-ce que ce serait utile que les données soient rendues publiques d'une comptabilité pays par pays? Non, je vais juste donner des éléments des éléments à Pascal. Il y a une étude de Robert Lipsey, donc un économiste américain. Il a pris l'ensemble des filiales à l'étranger des multinationales américaines, d'accord? Il a ramené les actifs totaux, toute l'activité, au nombre d'employés. Il s'aperçoit que c'est en moyenne monde 1 million de dollars. Irlande, Pays-Bas, Suisse, 4-5 millions de dollars. La Barbade, 22 millions de dollars. Les Bermudes, 45 millions de dollars. Donc ça demande des explications sur mais que font nos amis aux Bermudes. Ensuite, il a dit, c'est très simple, j'ai l'explication. Regardez, si je ramène les profits après impôt à la masse salariale, le total des profits après impôt ramené à la masse salariale. En moyenne monde, c'est à peu près, ces profits, c'est 84% de la masse salariale. En Suisse, c'est 160%. En Irlande, c'est 660%. Aux Bermudes, c'est 3500%. Voilà l'explication. Le Bermudais est d'une efficacité productive absolument phénoménale. Phénoménale, ça ne se sait pas assez. J'ai réussi à obtenir des données qui sont regroupées par l'administration, mais qui ne sont pas rendues publiques. En secouant un peu le cocotier, on a fini par me les donner. Ce sont les données équivalentes à Robert Lipsey pour l'ensemble des filiales à l'étranger des banques françaises. L'ensemble des filiales à l'étranger des banques françaises. On m'a donné les 2 premiers critères de la comptabilité pays par pays. Le chiffre d'affaires réalisé à l'étranger par l'ensemble des filiales à l'étranger des banques françaises et le nombre de personnes qu'elles emploient. J'ai tout simplement ramené le montant du chiffre d'affaires au nombre de personnes employées. Et là, vous voyez que les filiales, les banques françaises où se situent, oui, vous retrouverez tout ce graphe et l'analyse dans le numéro d'Alternative économique qui vous est distribué, je crois, gratuitement à la sortie et à l'entrée en même temps. C'est un processus tout à fait imaginatif qui permet d'aller dans les 2 sens. Et donc, lorsqu'on ramène donc le chiffre d'affaires au nombre de personnes employées, vous apercevez que les filiales des banques françaises à l'étranger les plus productives sont dans l'ordre Malte, l'Irlande et Guernesey. C'est sûrement là que sont situées les activités les plus importantes des banques françaises. Les pistes de réponse internationales, alors juste, BEPS, je croyais que Pascal allait nous dire ce qu'il y a dedans. Non, on y vient. Donc, non, c'était plus que ce qui est porté par la France actuellement et ce qui est un peu dans les tuyaux institutionnels. Tout ça, tout ce que j'ai décrit, tout ce que tu as déjà abordé, qui est compta pays par pays, BEPS, tout ça est porté bien évidemment par la France, mais là je laisserai Pascal certainement le développer. J'ai quelques commentaires à faire, j'en ferai simplement un. Aujourd'hui, le principe général qui est celui ce qu'on appelle la méthode du prix comparable, c'est-à-dire lorsqu'il y a des échanges entre les mêmes filiales, entre les filiales d'une même multinationale, ces fameux prix de transfert, normalement on doit dire vous devez établir ces prix comme si c'était des échanges avec une entreprise qui ne fait pas partie de votre groupe, comme si c'était un vrai prix de marché. Comme si c'était un vrai prix de marché, bon évidemment, si Google met le droit d'utilisation de la marque Google aux Bermudes, qu'est-ce que c'est le vrai prix de marché de droit d'utilisation de la marque Google? Je le compare à quoi? Je le compare à rien du tout, j'ai rien à le comparer. Donc c'est vraiment pas facile quand on arrive. Déjà c'est pas facile de manière générale, encore moins facile sur le droit de la propriété intellectuelle. L'exemple c'est GlaxoSmithKline, ce grand laboratoire qui a été pris la main dans le sac de mauvais prix de transfert, dit le fisc américain. Le fisc américain dit j'applique la méthode du prix comparable, vous me devez 15 milliards. Parce que vous avez votre politique de prêt de transfert n'est pas adaptée. Les experts fiscalistes de Glaxo disent j'applique la méthode du prix comparable. En fait, je vous dois 3 milliards. D'accord? De 3 fois 5. Donc de 1 à 5. Ce n'est pas du tout aujourd'hui une méthode qui permet, 1, d'avoir une évaluation précise, 2, qui permettent d'avoir une évaluation qui soit au service de la société en général plutôt que des sociétés en particulier. Qu'est-ce qui est proposé comme alternative? Je m'arrête là, j'ai fini, t'inquiète pas. Qu'est-ce qui est proposé comme alternative? Le principe de la répartition forfaitaire, donc c'est un principe idéal qui est mis en avant notamment par les ONG. Si vous avez des profits en France, en Irlande et aux Bermudes et que chacun les taxe ou ne les taxe pas sur chacun des territoires, la solution simple, c'est d'additionner les profits que vous faites en France, en Irlande et aux Bermudes. Une fois que vous avez tous les profits au niveau mondial,
Qui va faire la somme, on verra. Mais une fois que vous avez tous les profits au niveau mondial, vous prenez une clé de répartition, comme on fait dans les États fédéraux. Alors, c'est lié, par exemple, au nombre de personnes que vous employez, au lieu où vous faites de la recherche et développement, au niveau des ventes, à la part d'actifs, etc. En tout cas, ça vaut la peine d'ouvrir le débat, me semble-t-il, parce que c'est sur le principe, je ne rentre pas dans les conditions concrètes, je ne rentre pas dans les conditions de compromis politique qu'il faut être mise en place pour avancer sur ce principe. Pascal en dira des choses. En tout cas, le principe même de l'offshore, le principe même du paradis fiscal, c'est quoi? C'est d'arriver à découpler le lieu où vous faites une transaction économique, recevoir un salaire, faire des profits, gérer votre patrimoine, etc. Et le lieu où c'est déclaré, enregistré et contrôlé. C'est ça le principe. C'est un truc juridique, c'est une astuce juridique, les paradis fiscaux qui permettent de faire ça. Si vous avez cette possibilité d'additionner tous les revenus et de les répartir, à ce moment-là, c'est le principe même du paradis fiscal qui est remis en cause.